Bonjour docteur. Bonjour Alice. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. On a essayé de situer les choses, mais on aura bien sûr votre avis avisé sur le sujet avec la définition de la transition nutritionnelle. Qu'est-ce que c'est? Alors, la transition nutritionnelle peut être définie comme l'ensemble des changements, l'ensemble des modifications qui ont lieu dans notre manière de produire nos aliments et notre manière aussi de les consommer. Donc, ces changements qui ont lieu ces dernières années, ces 20 à 30 dernières années, alors, au cours desquelles nous avons changé notre manière de produire des aliments. Peut-être que c'est pour faire face au boom démographique, mais aussi notre manière de les consommer. Et parlant de manière en tant que telle sur la consommation et la production, ça touche quoi précisément, pratiquement? Alors, il faut remarquer qu'aujourd'hui, pour commencer par la production, nos aliments sont de plus en plus salés. Donc, il y a les aliments, ceux naturellement produits, mais il y a aussi les produits manufacturés. Alors, nos aliments sont caractérisés par leur teneur en sel plus élevée, parce que les études ont montré, par exemple, plus qu'un aliment il est salé, plus il donne l'envie de les consommer. Donc, nos aliments sont très salés. Nos aliments aujourd'hui sont très gras. Beaucoup sont gras. On voit un peu au niveau des biscuits ou autres produits. Nos aliments aussi sont trop riches en sucre et aussi riches en protéines. Donc ça, c'est au niveau de la production. Au niveau de la consommation, alors nous faisons des choix qui sont beaucoup influencés non pas forcément par le contenu, mais par ce que nous voyons, par ce que nous entendons. Donc nos choix sont influencés par les médias, par tout ce que nous voyons et aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, par les différents facteurs organoleptiques, voilà, qui caractérisent l'aliment. Donc par exemple, les jeunes auront tendance à faire un choix plus un aliment qui est plus attrayant ou bien plus salé, plus intéressant au goût, plutôt que de tenir compte de la composition même de l'aliment. Donc ce qui a changé, c'est au niveau de la production, c'est-à-dire que nos aliments sont très salés, trop gras, trop riches en sucre, et aussi nous-mêmes, nous faisons des choix qui ne tiennent pas forcément compte de la composition, mais d'autres facteurs. Voilà, donc c'est vrai que nous mangeons beaucoup. Aujourd'hui, nous mangeons beaucoup. Nous mangeons beaucoup et nous sommes institués. C'est une chose. Je prends un exemple. Avant, il était rare d'entendre la notion de goûter à 10 heures bien de collation. Mais aujourd'hui, c'est comme si nous avons institué, surtout au niveau des enfants, nous avons institué la chose. C'est-à-dire qu'à 10 heures, mon goûter de 10 heures, ma collation de 16 heures. Donc, nous mangeons souvent beaucoup. Et je me rappelle aussi, nous faisons des choix qui ne sont pas toujours intéressants. Je prends un exemple. Je l'ai dit la dernière fois que nos parents avant savaient par exemple que le riz contenait beaucoup de sucre. Donc ils le mangeaient la journée et puis le soir ils mangeaient des aliments qui contenaient moins de sucre. C'est-à-dire que le cabato ou bien du haricot ou bien par exemple, etc. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'avec tout ce changement, c'est ce qu'on appelle le lifestyle, c'est-à-dire que notre style de vie, vous allez voir qu'aujourd'hui, avant, et le travail n'était pas aussi ardu comme aujourd'hui, mais aujourd'hui, compte tenu de tout notre mode de vie, notre ce changement de vie, alors, chacun essaie d'adapter son alimentation comme il peut. Donc, alors, c'est tout ce qui contribue à ce changement, tant au niveau de la production, parce que aujourd'hui, quelqu'un préfère aller au travail en rentrant à la maison pour un fast-food, simplement déjà un produit déjà manufacturé en sachet ou bien en aluminium papier d'alu. Il rentre, on réchauffe et puis il mange. C'est pas comme au temps avant où on avait le temps, on rentre à la maison, on fait un bon repas, mais aujourd'hui, tout est calculé. Et qu'est-ce qui pourrait justifier justement ce changement-là dans le comportement alimentaire des uns et des autres? Il y a d'abord ce qu'on appelle le boom démographique. Il faut dire aujourd'hui que pour satisfaire au nombre élevé, à la population, on doit 10 milliards. Alors, il faut que la production soit accrue. Et aujourd'hui, la production accrue, la production et la transformation aussi soient accrues. Alors, je prends un exemple. Avant, par exemple, on pouvait produire du riz local et puis on servait, on le vendait comme ça. Mais aujourd'hui, quand le riz local est fabriqué, alors, vous voyez, on essaie de le transformer
On enlève par exemple la partie superficielle qui est riche en vitamines et en minéraux et on vend le riz blanc. Et la partie qui est riche en vitamines est utilisée à d'autres fins, à d'autres productions. Donc on essaie de produire beaucoup plus d'aliments, tant défavoriser certains et favoriser l'autre, mais c'est pour satisfaire au moins aux besoins de cette population. Alors, il y a aussi, comme j'ai dit, le changement de style de vie. Aujourd'hui, personne n'a le temps. Personne n'a le temps. Donc, on essaie d'adapter un peu notre alimentation en fonction de notre mode de vie. C'est vrai que nous tenons compte de notre passé, mais aujourd'hui, chacun essaie d'adapter un peu l'alimentation en fonction de ce qu'il vit, de ce qu'il entend, ce qu'il sait, en fonction de tout ce qui peut influencer un peu ses choix. Voici un peu ce qui justifier un peu voilà, cette transition. Il y a aussi ce que j'appelle ce brassage culturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, Dame Alice a fait l'Europe à son retour. Elle dit, oh, aujourd'hui, je vais fabriquer un peu de la ratatouille. C'est des choses qu'on ne connaissait pas avant ici. On va faire un peu des gratins de pommes de terre. Avant, c'est des choses que nos parents ne connaissaient pas. Donc, vous voyez que, alors vous transportez, du fait que vous avez eu un séjour là-bas, vous transportez, vous avez été par exemple en Tunisie, dans les pays maghrébins. L'intégration aussi. Voilà, vous voyez un peu. Donc, l'intégration, c'est à tous les niveaux, tant culturel qui dit culture, mais pas aussi culinaire aussi. Donc, c'est tout ceci. Alors, et aussi, mais il y a aussi cette influence aussi des médias. On se dit par exemple qu'aujourd'hui, on peut dire que bon, nos aliments, on va faire un peu plus européens. C'est-à-dire qu'on a tendance à délaisser nos habitudes. Vous voudriez peut-être qu'on fasse des publicités de Kabato ou de Foutou en train d'être pilés, mais je vous assure que transformés. Bon, quoique maintenant aussi, hein, l'évolution aussi en matière de recherche nutritionnelle avance. Maintenant, on a du placali en poudre. On devrait favoriser ceci. Oui, on peut faire la promotion. On peut faire la promotion parce que là, on fait la promotion de nos aliments de base. Je le dis, nous avons effectué une enquête. Nous avons effectué une enquête. Et je vous assure qu'il y a un certain nombre d'aliments qui tendent à disparaître. Un certain nombre d'aliments qui tendent à disparaître. Je vais vous demander, vous connaissez par exemple le Namuku? Oui. Ah, ok. Est-ce que, alors, nous sommes Oui, c'est vrai que dans le planning quotidien, aujourd'hui, voilà. C'est très rare, c'est très rare. C'est au détour peut-être d'une sortie hors même de son lieu d'habitation habituel qu'on veut. Ça devient maintenant une découverte plutôt qu'une habitude. Ah, ok. C'est-à-dire que nous avons mené une enquête et on a vu qu'il y a un certain nombre d'aliments qui tendent à disparaître, carrément à disparaître. Mais il faudra qu'on puisse faire la promotion de nos aliments locaux parce que, vous voyez, la tendance que nous faisons, c'est-à-dire que copier un peu sur les pays développés, mais en même temps que nous copions leur habitude alimentaire, attendons-nous aussi à copier leur maladie. Attendons-nous aussi à copier leur maladie. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des maladies dévolues à des régions bien spécifiques? Écoutez, ces 20 dernières années, le nombre de personnes atteintes de maladies métaboliques commence à tendre vers ceux des pays développés. Avant, lorsqu'on parlait des maladies cardiovasculaires, on avait des taux très élevés dans les pays, aux États-Unis, en Europe. Mais aujourd'hui, même dans les pays sous-développés, dans les pays en développement, nous avons tendance à avoir ces valeurs parce que nous avons commencé à copier un peu les habitudes. Donc, je le dis bien. En même temps que nous avons tendance à copier leurs habitudes alimentaires, attendons aussi à copier leurs maladies. C'est clair que ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. Oui. On sait que les États-Unis, c'est le pays où on compte beaucoup plus de taux en obésité. Effectivement, et c'est voilà, un indicateur qui peut emmener au diabète. Mais il y a l'obésité. En tant que telle, il y a le nombre de personnes diabétiques, et je vous le dis, je le répète. Et en 1980, dans le monde entier, on comptait seulement que 108 millions de diabétiques, en 1980. En 2014, on s'est retrouvé à 422 millions de diabétiques. Et la tendance de l'OMS en 2025, on tend vers 600 millions. C'est-à-dire que de 1980... Il y a une progression qui est très... Voilà, de 1980, on avait 108 millions. En 2025, nous tendons vers 600 millions de diabétiques. Vous voyez un peu l'effet. Donc il y a le nombre de diabétiques lui-même, mais il y a aussi le nombre de personnes obèses. Et en plus, il termine ceci par le nombre de personnes ayant des maladies cardiovasculaires. Alors, le diabète seul impacte sur les maladies cardiovasculaires, l'obésité, vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on fait un peu tout ce mélange, alors vous voyez qu'en fait, qu'aujourd'hui, le nombre de maladies métaboliques ont tendance à même doubler ces dernières années. Parce que,
Contenant, par exemple, les maladies dues aux bactéries, je pense que c'est peut-être presque maîtrisé avec la recherche. Ce ne serait-ce que le coronavirus qui est venu un peu pour et remettre les choses Avec en ça, on cause. a des moyens quand même de lutte. Et Dieu merci, Voilà. avec le vaccin aussi, on peut quand même se prémunir. Donc, vous voyez, avec le temps, on fait de la recherche, on vient à bout des maladies bactériennes, on vient à bout des maladies virales, mais on ne vient pas à bout des maladies métaboliques. Et parce qu'avec le temps, on observe seulement une évolution et ce qu'on appelle ce désordre métabolique. Avec le temps, on voit que le nombre de personnes atteintes de désordre métabolique devient encore plus important. Et on remarque aussi que cela indique, sinon induit, à des conséquences graves, au-delà des maladies qu'on a ici énumérées. Effectivement. Il y a quelles autres conséquences? Il y a le cancer. Avant, il était difficile, il était rare de voir un peu le cancer, mais aujourd'hui, le nombre de personnes atteintes de cancer s'élève. Et tout ceci parce que nous avons modifié beaucoup de choses. Nous avons modifié nos habitudes. Au-delà même de l'alimentation, nous avons modifié un peu nos habitudes. La pratique du sport, ou bien, etc., la sédentarité. Mais oui, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas aussi beaucoup de moyens de transport. Donc, du coup, les uns et les autres pratiquaient la marche naturelle. La marche naturelle, mais aujourd'hui, même si on n'a pas de véhicule, on apprend des véhicules. Nous, pour aller à la boutique, on veut pas. Et encore, il n'y a même pas d'espace pour faire du sport, au risque de se faire qu'on est sur la route par... Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du vélo. On va peut-être revenir au vélo. Bon, peut-être qu'on va aménager des espaces des pistes cyclables. Voilà, cyclables pour ça. Voilà, donc pour dire qu'au fur et à mesure que les années passent, alors notre manière de consommer les aliments, notre manière de les transformer ont beaucoup évolué, ce qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle ce désordre métabolique. On assiste un peu à la recrudescence des maladies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, les maladies comme le cancer, les maladies rénales. Avant, les maladies rénales, c'était un peu rare. Mais aujourd'hui, le nombre de personnes souffrant de maladies rénales a beaucoup augmenté parce que l'hypertension seule joue sur le rein. Il y a aussi le diabète qui impacte aussi les reins. Il y a l'obésité qui impacte sur le rein. Vous voyez un peu. Donc, lorsque ces différentes maladies impactent sur le rein, vous allez voir bien sûr que c'est normal que ces différentes maladies rénales-là augmentent. Donc, il faudra vraiment que des efforts soient faits dans ce sens. Et justement, cela ouvre la porte aux solutions et suggestions, parce que le postulat, il est là. On a bien constaté que cela implique des conséquences graves sur la santé, donc sur la vie. Comment on fait pour remédier à ce problème? Alors, moi, je pense que, personnellement, il faudra il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser, il faut faire des formations, il faut revoir le système éducatif. Moi, je pense bien qu'il faut commencer à introduire la notion de nutrition depuis, peut-être que le niveau mais CE1, CE2 déjà, le CM2 déjà, et puis insister, pendant que nous sommes au lycée, donc au secondaire, insister. Et puis, dans la formation des spécialistes, notamment dans le corps médical, il faut ouvrir des matières, il faut inviter des spécialistes, à faire des formations, à enseigner la nutrition. Et ensuite, à cela, il faut intégrer. Je l'ai toujours dit ici que, alors, nous formons des nutritionnistes. Je ne suis pas le seul en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de nutritionnistes, mais il faudra que ces personnes-là qui sont formées, ces jeunes nutritionnistes qui sont formés, soient intégrés dans le système de santé. Il faut sensibiliser à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut que chaque mutuelle, je prends un exemple, chaque mutuelle puisse faire des sensibilisations à tous les niveaux. D'abord, une sensibilisation primaire, où par exemple, on peut faire à travers les médias, une sensibilisation secondaire, où on peut regrouper, par exemple, je prends un exemple à la RTI, ici, votre médecin invite un nutritionniste pour faire des séances de sensibilisation sur les maladies métaboliques. Alors, une mutuelle peut inviter, par exemple, ces mutualistes à des séances de sensibilisation, parce que je le dis que aujourd'hui, le montant assigné à la prévention ou au traitement des maladies métaboliques est tellement important que si on faisait des sensibilisations, je pense qu'on pourrait réduire le taux de personnes souffrant de maladies métaboliques et utiliser cet excédent, ce manque à gagner pour d'autres fins. Alors, il faut sensibiliser et il faut, même pour le personnel soignant, je pense qu'il faut organiser ce qu'on appelle des enseignements post-universitaires. Il faut revenir sur certains points qui, comme je le dis, parce que au cours de la formation des médecins, l'alimentation fait partie
Mais il y a certains points quand même qui ne sont pas bien outillés, voilà, donc bien développés durant la formation. Donc souvent, c'est l'occasion d'inviter certains laboratoires ou bien par exemple certains districts, certains départements à inviter des spécialistes à tenir des enseignements post-universitaires pour l'ensemble du corps médical, notamment les médecins et puis les infirmiers, insister par exemple sur le diabète, parce que c'est eux qui vont relayer l'information à la population. C'est eux qui sont tout le temps en contact avec la population. Donc, même si c'est un infirmier qui est à l'intérieur du pays, on peut organiser par exemple les invités à une séance de sensibilisation sur l'obésité. Qu'est-ce que c'est l'obésité? Qu'est-ce que c'est le diabète? Bien sûr, mais il y a les notions que nous avons tous vues. Par exemple, on peut s'informer sur le net, mais il faut rapporter la chose à notre pays. Il faut rapporter la chose à notre pays. Parce que lorsque, par exemple, vous verrez que pour prévenir le diabète, il faut réduire, par exemple, la consommation en sucre. Mais lorsque le villageois dit en sucre, lui ne saura pas ce que c'est le sucre. Par contre, si vous dites, par exemple, qu'à l'infirmier que le sucre, c'est par exemple le riz fait 80% de sucre. Le sucre, c'est par exemple l'igname fait par exemple 60% de sucre. Le riz, c'est par exemple la carotte, on leur explique, et que par exemple, on peut les consommer de cette forme. Alors, lorsque cet infirmier ou bien lorsque ce médecin saura, par exemple, que lorsqu'on parle de sucre, on parle presque de tous ces aliments, alors vous allez, en relayant l'information auprès de ses collaborateurs, alors la population sera bien informée. Et justement, c'est très important. C'est vrai que vous avez fait un ciblage des différentes populations en milieu urbain et en milieu rural, parce que peut-être que la prévalence de ces deux côtés-là, de ces maladies métaboliques-là, est beaucoup plus élevée de quel côté? Pour les personnes qui travaillent en ville ou pour celles qui sont dans les villages et les campements? Moi, je pense qu'il y a plus en ville que dans les campements. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Non, mais c'est le rythme de vie. Voilà, le rythme de vie, le manque de temps, la réduction de l'espace vert. Aujourd'hui, on ne sait même pas pour faire du sport. Pour faire du sport, avant, on le faisait sport gratuitement. Maintenant, pour faire du sport, il faut trouver une salle de sport, il faut payer. Il faut payer. Alors qu'on pourrait aménager des salles gratuites, des espaces verts où tout le monde pourra faire du sport gratuitement. Donc, il y a donc, du fait du manque de cet espace, il y a la dépense énergétique qui est moindre, donc les gens accumulent l'énergie. Il y a aussi du fait que, en plus, lorsque nous sommes en ville, nous avons tendance à être ouverts sur le monde. Donc, nous changeons facilement notre mode de vie parce que nous pouvons regarder une émission, nous pouvons regarder un film et puis voir. Donc, influencer, bon, c'est vrai qu'il y a la télévision aussi au village. Oui, mais bon, l'accessibilité après, ce sera autre chose. Ici, on a plusieurs chaînes. Alors que souvent au village, on a seulement que la seule chaîne qui nous présente. Et c'est bien. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est bien. Donc ici, on a tendance, on peut regarder par exemple un plat du Pérou, ou bien des États-Unis, ou bien par exemple du Ghana, ou bien d'un pays maghrébin, et le copier facilement. Alors qu'au village, bon, on a presque, il ne dit pas que c'est stéréotypé, mais il faut dire que... Un peu quand même. Voilà, mais ici, c'est beaucoup influencé par l'extérieur. Mais justement, on voudra marquer l'équilibre. Et de plus en plus même, on a des nouveaux concepts avec nos chefs. Matin Bonheur même ici reçoit depuis le début de saison des chefs qui nous parlent d'afrofusion. Justement, cette mixité entre ce qu'on importe de l'extérieur et nos produits locaux. C'est à cela qu'on devrait revenir finalement. Parce qu'il ne faut pas aussi se fermer du monde. Non. Et arriver dans des restaurants, on ne connaît pas telle chose, on est bloqué. Mais je pense que ce qui arrive, nous devons prendre le temps de le finir, de voir un peu qu'est-ce qui nous arrange. Et comment est-ce qu'on peut l'adapter ici. Je prends un exemple. Lorsqu'il y a eu ce concept de 5 fruits et légumes, je pense qu'au départ, on aurait pris le temps de demander de quoi il s'agit au juste. Est-ce que lorsqu'on parle de 5 fruits et légumes, ça veut dire que nous devons manger 5 fruits, nous devons manger par exemple un légume 4 fois. Nous devons prendre le temps. Si on avait vu par exemple un spécialiste qui nous avait expliqué, on aurait dit que ce concept, ce n'est pas nouveau chez nous les Africains. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas labellisé, mais ce n'est pas nouveau. Parce qu'avant, nos parents avaient des repas qui contenaient à la fois des fruits et des légumes. Voilà, des fruits et des légumes, donc ce concept est nouveau. Donc, il ne s'agit pas de sauter sur un concept qui arrive, mais voir un peu comment est-ce que nous, Africains, comment nous, Ivoiriens, nous pouvons l'utiliser pour dire que non, ce concept n'est pas nouveau. Juste ce que vous venez de dire correspond à ceci. Ce que vous venez de dire correspond à ceci. Donc, vous voyez un peu, c'est ça. Je prends un exemple. On dit que non, en Europe, on dit qu'on fait les sauces font grossir. Mais est-ce que les sauces de l'Européen est la même chose que les sauces de chez nous? Non. Les Européens appellent nos sauces des soupes. C'est ça. Voilà. Donc, si par exemple, l'Européen dit par exemple qu'on ne fait pas de sauce,
que nous aussi, on va dire, nos sauces ne sont pas bonnes, alors qu'en vérité, ce ne sont pas les mêmes sauces. Là, les Européens vont appeler nos sauces claires, nos sauces... La sauce graine aussi, c'est quelque chose. Hein? Oui, il y a quelque chose, quelques quatre sauces, mais elles vont dire par exemple que ces sauces-là sont des soupes que nous devons faire. Vous voyez un peu. Donc souvent, lorsqu'on a comme à faux fusion, lorsque nous avons par exemple ces nouvelles entrées, il faudra qu'on puisse l'adapter pour voir un peu qu'est-ce qui nous arrange, qu'est-ce qui ne nous arrange pas. Et comment faire cette analyse-là pour le profane qui n'a autre but que de pouvoir s'alimenter et s'alimenter aussi selon sa bourse, s'alimenter aussi selon, on va dire, son habitude gustative. Donc finalement... Il y a des spécialistes de l'alimentation qui existent, tant au privé comme au public. Moi, j'ai reçu des gens qui n'étaient pas malades, qui sont venus d'eux-mêmes. Monsieur et madame sont mariés, ils vont s'installer chez eux. Ils sont venus docteur. En tant que nouveaux mariés, on va s'installer. À partir de maintenant, nous allons vivre chez nous. D'après vous, quels sont les grands conseils que vous nous donnez? Donc, il y a certains qui viennent volontairement. Certaines personnes qui savent, par exemple, que dans notre famille, beaucoup de gens... Moi, il y a un ami qui me disait, par exemple, que dans ma famille, on a remarqué que mes grands-parents mouraient beaucoup plus de cancer de la prostate. Est-ce qu'il y a un lien avec l'alimentation? Vous voyez un peu. Alors, il a dit, effectivement, il y a un lien. Mais il faudra voir. Est-ce que chez vous, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font un diabète? Il dit, effectivement, c'était. Et il a dit même, il y a des petits-neveux très jeunes qui ont commencé à avoir... C'est vrai, parce qu'on duplique l'habitude alimentaire qu'on a chez nos parents, après, dans nos propres vies. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'il dit non, qu'il a l'impression que cette maladie est héréditaire. Non, ce n'est pas la maladie qui est héréditaire. C'est plutôt les habitudes, vos habitudes alimentaires qui sont héréditaires. Parce que lorsque nous sommes à la maison, nous héritons des habitudes de nos parents. Si, par exemple, vos parents ont eu cette habitude, ont eu ce concept que l'huile rend malade. Je prends un exemple bien précis. L'huile rend malade, donc les parents ne mangent pas d'huile. Vous allez voir que dans cette famille-là, les parents eux-mêmes auront des inconforts digestifs, donc ils vont avoir tous ces troubles digestifs, mais les enfants aussi vont avoir ces troubles digestifs. Et quand ces enfants seront grands, s'ils n'ont pas eu le temps d'aller rencontrer un nutritionniste pour dire « Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nous avons toujours cet inconfort digestif ?» On leur aurait dit que « Ah, attendez que voici des erreurs que vos parents ont commises et que si vous ne faites pas attention, vous qui allez grandir dans ce foyer, dans cette famille, et vous allez aller vivre chez vous, vous allez transporter cette habitude, vous allez aller avec cette habitude et vous allez essayer de perpétuer cette habitude et vous allez perpétuer cette maladie pendant des années sans savoir qu'en vérité, on aurait pu l'arrêter si on avait pris des dispositions. Et c'est important parce que cela même touche notre sujet en plein cœur. Comment maintenant amorcer, ce sera la dernière question, la transition? Parce qu'on a été habitué à quelque chose depuis le bas âge. Quand on arrive à l'âge adulte où on prend son envol, comment changer ses habitudes alimentaires pour peut-être rester dans les normes et se maintenir en santé? Alors, comme je l'ai dit, on n'attend pas forcément d'être malade avant de venir à l'hôpital. Souvent, on vient à l'hôpital pour prendre des conseils. On vient à l'hôpital. Moi, j'ai dit souvent aux patients que vous pouvez souvent venir en cardiologie. N'attendez pas de venir en cardio quand vous êtes très, très, très malade. Souvent, venez volontairement. Venez prendre des conseils. Lorsqu'il s'agit des maladies cardiovasculaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, au moment où la personne va prendre son envol, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'écrits sur Internet sur tout. Mais je vous assure que si l'Internet nous donnait forcément de bons résultats ou bien de bonnes informations ou bien d'informations vérifiées, je pense que nous, on n'aurait pas fait notre diplôme. Tout à fait. Donc, il y a lieu, à un certain âge, à un certain niveau, selon ce que vous vivez, de vous déplacer, rencontrer un spécialiste pour voir un peu, voyez ce qui se passe. Quelles sont les grandes dispositions que je dois prendre? Nous sommes en foyer. Pourquoi est-ce qu'on a remarqué dans un foyer, c'est forcément l'homme qui est toujours plus malade que la femme? C'est un sujet qu'on peut demander. Et tout à fait. Et c'est important de pouvoir aussi aller à l'information et ne pas attendre forcément toujours que l'information vienne à nous. En tout cas, à Matin Bonheur, nous, on essaie de donner les informations à nos téléspectateurs au travers de cette magnifique rubrique qu'on campe maintenant depuis pas mal de temps. Merci infiniment, docteur Anvo, pour ce sujet du jour. On se reverra la semaine prochaine.